Bonjour, suite 1 de l'huissier est pour jeudi, et c'est toujours des histoires pour Marie. Encore étourdi par son geste, tout à la joie d'avoir eu le bon réflexe au bon moment, Thomas s'aperçoit dans l'entrée de son immeuble qu'il a mis la disparition de Marcel entre parenthèses au moins une demi-heure. Il passe la main à tout hasard dans la boîte aux lettres de Marcel et rencontre bien sûr un matelas de journaux. Dans la sienne, rien que des réclames de dépannage. Mais à la porte de Madame Rodoreda est accroché le signe convenu. Quelle idée le vieux crapaud a-t-il pu trouver? C'est mieux qu'une idée. À peine a-t-il sonné que la porte s'ouvre. Madame Rodoreda, sans un mot, lui tend un trousseau de clés. « Comment vous avez fait » dit Thomas en refermant la porte derrière lui, sans douter un seul instant qu'il s'agisse des clés de Marcel. « Mademoiselle Chantepie » dit gaiement Madame Rodoreda sur un ton d'évidence. « Mademoiselle Chantepie, cette peste qui habite au premier, de l'autre côté du palier, qui est presque aussi vieille que Madame Rodoreda et donne toujours l'impression qu'elle va nous asséner des coups de canne quand vous la croisez dans l'escalier ? Ce chameau qui terrorise Marcel quand elle ne supporte pas le moindre bruit ?» Thomas n'en croit pas ses oreilles. Il ne voit pas le lien entre la vieille peau et ses clés qu'on croyait si difficiles à obtenir. Madame Rodoreda n'est pas mécontente d'elle. Ce qu'elle a dit à mademoiselle Chantepie, voici. Marcel s'est absenté. Elle a téléphoné pour que Thomas aille vérifier qu'elle a bien débranché son fer à repasser. Thomas ne voit toujours pas. C'est simple, explique sa complice. Mademoiselle Chantepie a demandé les clés à monsieur Alvarez. Et comme nous avions décidé qu'il ne devait pas mettre son nez dans nos affaires, elle lui a dit qu'il y avait sûrement une fuite dans la salle de bain de Marcel, car son plafond, à mademoiselle Chantepie, est tout abîmé. Tu me suis maintenant ? Tu connais monsieur Alvarez. Il ne va pas se déplacer pour une fuite d'eau. Il a prêté les clés à mademoiselle Chantepie. Vous ne lui avez pas quand même tout raconté ? Thomas s'inquiète. Il admire le stratagème, mais il sait que les femmes sont trop bavardes. Fais-moi confiance, le rassure madame Rodoreda. Tu sais, c'est une brave fille, ajoute-t-elle, un peu hystérique, mais très brave. Allez, monte, et si ça ne te dérange pas, reviens me raconter. On mangera un morceau ensemble. Tu mettras les petits au courant plus tard. Une heure après, Thomas est attablé devant une potée aux choux dont il se demande d'où elle vient, car il n'a jamais rapporté de course de ce genre. Le récit de sa visite a tenu en quelques phrases. L'appartement est vide. Pas de Marcel noyé dans son bain, pas de vaisselle sale dans la cuisine, non, même pas le bol du petit déjeuner, a précisé Thomas plusieurs fois, en réponse à une question que madame Rodoreda répète. La valise de Marcel est dans le placard de l'entrée, celui des chaussures. En revanche, il n'y a ni son sac ni l'imperméable qu'elle porte en ce moment. Il décide de faire un double des clés avant de les rendre à monsieur Alvarez via mademoiselle Chantepie. Madame Rodoreda confie un billet de 100 écus à Thomas en lui disant de garder la monnaie s'il y en a. Ils sont réunis dans le salon. Les jumelles, vautrées sur le canapé, ne perdent pas une miette de la conversation. Pierrette Petiot a les coudes sur la table, les poings sous le menton, en face de Thomas, sur lequel se concentre l'attention générale. Debout, un pied sur une chaise, Rémi Petiot insiste. « Essaie de bien te rappeler ce qu'elle t'a dit le dernier soir où tu l'as vue. »« Je vous ai tout dit, je ne me rappelle pas vraiment, » soupire Thomas. « On a parlé de sa journée, elle a renversé une assiette de spaghettis sur les pieds d'un type, non, sur ses pieds à elle. Je ne sais pas, moi, elle n'est pas restée longtemps, elle est allée dîner, elle a pris un bain. » On entend un gloussement, puis une petite voix. « Marcel, elle prend toujours son bain dans le noir. » C'est Lucie. Parce qu'il y a un type en face qui fait que de la regarder. C'est Camélia. Pierrette et Rémi Petiot se retournent vers elle sans les voir, comme pour leur signifier qu'on ne les écoute pas.
Mais Thomas prend très au sérieux ce qu'il vient d'entendre. Il se lève. Les Petiot croient sans doute qu'il veut se dégourdir les jambes, faire les 100 pas, réfléchir. Thomas se dirige droit vers le buffet, ouvre la porte vitrée, et c'est quand il prend les jumelles et va se poster devant la fenêtre qu'ils comprennent. « Tu crois que cela a un rapport quelconque ?» demande Rémi Petiot en rejoignant Thomas. « Montre, ajoute-t-il. Thomas lui passe les jumelles. Il voit ce que Thomas vient de voir, comme mardi soir, sur le guéridon de l'appartement du 2e étage, dans l'immeuble d'en face, le boîtier noir d'un Polaroid. Pourtant, quelque chose a changé. Thomas reprend les jumelles que Rémi Petiot a passées à sa femme. Il essaie de se concentrer sur ce qui apparaît dans son champ de vision. Qu'est-ce qui manque ? Les cigarettes ne sont plus là. C'est peut-être tout bonnement ça qui cloche dans ce bout de décor. J'avais déjà remarqué le Polaroid, explique Thomas. Il s'amuse peut-être à prendre des photos de Marcel, elle n'a pas de rideau. Un maniaque, dit Pierrette Petiot, qui s'est rassise d'un air dégoûté. Thomas acquiesce. Il a entendu parler d'histoires de ce genre. Rémi Petiot a une mine perplexe, une expression presque boudeuse que Thomas n'a encore jamais vue sur ce visage ordinairement jovial. « J'aimerais bien faire un tour chez Marcel, dit-il pour finir. Thomas s'abstient de rappeler qu'il est déjà allé voir chez sa voisine et qu'il n'a rien repéré qui puisse leur être utile. Il dégringole donc chez Madame Rodoreda pour prendre le double des clés qu'il a fait faire ce matin à la petite boutique du Coréen en un quart d'heure. Les clés étaient prêtes et Thomas a pu mettre 5 écus dans le verre à moutarde qu'il s'emploie à remplir pour payer la redevance. Il met rapidement au courant Madame Rodoreda sur l'existence de l'éventuel maniaque et retrouve Rémi Petiot au 2e étage devant l'appartement de Marcel. Pierrette Petiot est restée avec les jumelles. Elle aurait aimé assister à la visite, mais Thomas n'a pas voulu. L'atmosphère est quand même malsaine dans cet appartement désert. Rémi Petiot procède comme Thomas. Il va d'abord à la salle de bain, regarde dans la penderie, ouvre toutes les portes. C'est vite fait, elles ne sont pas grandes les 2 pièces de Marcel. Il n'y a pas 10 000 cachettes possibles. Et pour cacher quoi d'ailleurs ? Et qu'y a-t-il à chercher ? Dans la cuisine, appuyés l'un contre l'évier, l'autre contre le radiateur, Rémi Petiot et Thomas se regardent en silence. Ils ont en même temps la même idée, la poubelle. C'est dans la poubelle que peut se trouver l'indice qu'ils espéraient trouver ici. Ils n'ont pas besoin de retourner un monceau de saleté. Bien en évidence, barbouillant de cendres une boîte de lait, le contenu d'un cendrier bien rempli qu'on a vidé. « Elle fume des piteurs rouges, dit Thomas, qui a failli dire « elle fumait ». Rémi Petiot ramasse un mégot du bout des doigts. « C'est un mégot de Peter ?»« Non, constate Thomas, il n'y a pas de filtre. »« C'est quelle marque à ton avis ?» Mais Rémi Petiot n'a jamais fumé. Il n'y connaît rien. Le mégot gît dans sa pomme comme une capsule de poison. Il glisse l'autre main dans sa poche, trouve un morceau de papier, il dépose leur butin. Inutile d'emporter le reste, ce sont des filtres. Ils ont donc été fumés par Marcel. La poubelle de la salle de bain est vide les cendriers. Ils referment soigneusement derrière eux et après avoir vérifié que la voie est libre, remontent apporter leur trophée à Pierrette Petiot, qui ne peut leur être d'aucune utilité. Elle observe cependant que la marque de la cigarette est invisible. Le fumeur en question l'a allumée à l'envers. Il se fait tard. Les jumelles se tapent dessus, signe de fatigue, et Thomas redescend chez lui, le poing refermé sur le minuscule trésor de guerre. Avant de se coucher, il essaie quand même de regarder ce qu'on peut en tirer de ce malheureux bout de cigarette, qui, à lui seul, est la preuve que Marcel a reçu une visite le mardi soir, puisqu'elle descend son sac poubelle chaque matin. Avec son canif, Thomas fend le mégot
et, du bout des doigts, éparpille le tabac desséché sur la table de la cuisine. Il doit faire appel à ses souvenirs, ce qu'il n'aime guère. Ce tabac sent mauvais, mais pas autant que les gauloises de son père. C'est un tabac moins foncé aussi, mais pas non plus un tabac blond et parfumé comme les Chesterfield de sa mère. Pourtant, c'est la même épaisseur qu'une gauloise. Les mégots de Peter sont plus fins. Le petit tas de tabac le nargue. Il regrette d'avoir détruit le seul indice qu'il possède. Il ne pourra même pas montrer le mégot à un buraliste pour qu'il l'identifie. Comme il n'a pas sommeil, il enfile son blouson et, excité à l'idée de se trouver dehors la nuit, il sort, se dirige vers le tabac du carrefour qui reste ouvert tard la nuit. Il a prélevé quelques pièces dans le verre à moutarde. Quelques minutes plus tard, empêtré dans la phrase qu'il n'a pas réussi à mettre tout à fait au point, il s'adresse au buraliste, un moustachu flegmatique. « Est-ce que vous auriez des cigarettes ?» commence Thomas. « Oui, mon gars, j'ai des cigarettes. »« Des cigarettes comme des gauloises, mais des blondes sans filtre. Des Lucky, des Chesterfield, des Pall Mall, des Beatle-Autres. » D'un air absent sans le regarder. « Je ne sais pas. C'est pour mon père. » Se croit obligé de mentir Thomas, qui n'emmène pas large. C'est moins blond que les Chesterfield, moins fin comme cigarette. Des bastos alors. Sans filtre, tu dis ? Le buraliste se retourne et attrape un paquet rouge qu'il jette sur le comptoir, sans se formaliser d'une requête aussi bizarrement formulée. Un paquet rouge ? Un paquet rouge. Ce serait mentir que de dire que Thomas est surpris. Il reconnaît le paquet de cigarettes qu'il a repéré à la jumelle sur le guéridon. Ainsi, l'homme d'en face serait venu chez Marcel l'autre soir. Mais pourquoi ? Marcel n'a jamais mentionné qu'elle connaissait quelqu'un dans l'immeuble d'en face, et elle n'est pas le genre à recevoir chez elle un inconnu. De retour chez lui, Thomas, fébrilement, ouvre le paquet, dépiote une cigarette, effrite le cylindre de tabac, compare avec les vestiges du mégot, c'est bien une bastos. Tous, Thomas le premier en conviennent, que faire d'un tel indice ? Comment avoir la preuve que la disparition de Marcel est bien liée à la présence de cet individu ce soir-là chez elle ? Et surtout, comment avoir la certitude que ce visiteur et l'homme d'en face n'en font qu'un ? Madame Rodoreda se montre plus optimiste que les Petiot. Elle considère qu'ils ont accompli un pas décisif. L'excitation qui brille dans son regard est assez communicative. Le samedi, Faton offre à Thomas un magnifique classeur Chevignon qu'il s'empresse de revendre à un garçon de sa classe dont c'est la marque préférée. Thomas achète un classeur ordinaire. La différence s'en va arrondir la somme qu'il s'empile dans le verre à moutarde et s'élève à présent à 25 écus. Chez lui, incapable de se concentrer sur autre chose, Thomas passe son temps à regarder par la fenêtre. En face, rien ne bouge. L'homme ne se montre pas. Le soir, pas de lumière. Il a dû partir en week-end. Plus les heures passent, plus Thomas a la conviction que Marcel est séquestré, là, devant eux, et il ne pourrait rien faire. Pour s'occuper, il est descendu à plusieurs reprises rôder devant l'immeuble, de l'autre côté de la rue. Il n'a pas pu entrer à cause du code. Donc, d'abord, se procurer le numéro. Ensuite, il pourra relever les noms sur les boîtes aux lettres. Il finit par avoir une illumination. Il redescend. Sur un petit carton dissimulé au creux de sa main, il reproduit discrètement, rapidement, le tableau. 1, 3, 5. B, dièse, A. 6, 7, 8. Il remonte en courant, persuadé de détenir un début de solution. Ne lui suffit-il pas de s'embusquer derrière la fenêtre de sa chambre et d'attendre que quelqu'un entre ? Il n'aura plus qu'à repérer la position des doigts sur le tableau. Aucun résultat. En 1 heure de planque, seulement 2 personnes se sont présentées. L'une a pianoté de telle façon que Thomas n'a pas pu voir sur quelle touche elle appuyait. L'autre était gauchère et son corps a masqué ses gestes.
Thomas se dit qu'il n'arrivera à rien, quand des coups dans son plancher viennent heureusement interrompre cette attente qui commence à le décourager. Des coups rapides, puis 3 plus espacés, comme avant les pièces de théâtre à la télévision. Cela ne peut être que Madame Rodoreda, mais ce ne sont pas des signaux de détresse. Thomas répond sur un rythme identique avec une vieille batte de baseball que Faton lui a donnée. C'était le jour où Thomas lui avait fait jurer de ne dire à personne qu'il vivait seul. Faton l'avait regardé gravement sans rien dire. Il était sorti de sa chambre. Il était revenu 5 bonnes minutes plus tard avec ce cadeau qu'il lui avait mis dans les mains comme une épée de chevalier en disant « Je suis sûr que tu n'as rien pour te défendre s'il y a des voleurs. » Thomas se retrouve devant une tasse de thé et une tranche de cake. Le cake a été apporté par mademoiselle Chantepie, silencieuse dans son fauteuil. Il n'avait jamais remarqué à quel point elle est maigre. Il ne l'avait jamais vue que dans l'escalier, emmitouflée dans un grand manteau avec des écharpes jusqu'au nez. « J'ai trouvé que c'était un bon moyen pour t'appeler. La preuve, c'est que tu es là, a dit Madame Rodoreda en l'accueillant. Les 3 coups comme au théâtre, a-t-elle ajouté, c'est une initiative d'Esther. Ça lui rappelle sa jeunesse quand elle était actrice. Actrice, mademoiselle Chantepie. Esther Chantepie? Esther était mon nom de scène, a dit l'intéressé, une voix douce et malicieuse, alors que Thomas ne l'a entendu que pestant et râlant. Mon vrai nom est Arlette, mais il y avait déjà Arletty. Quoi de neuf, mon petit, demande Madame Rodoreda, après l'avoir laissé manger son cake. J'essaie de trouver le code d'en face et j'ai du mal. Thomas explique son stratagème. Astucieux, réplique sa voisine. Tu pourrais relever le numéro des cartes bancaires quand les gens retirent de l'argent au distributeur. J'y ai pensé, dit Thomas sur le même ton pince sans rire. Mais une fois que j'aurai le code, qu'est-ce que j'en ferai? Il faudrait que je vole la carte. Juste, je retire ce que j'ai dit. Le regard mobile d'Esther Chantepie s'affole. Ses 2 mains crochues s'agrippent au bras du fauteuil, tout son corps tendu en avant. Au moment où Thomas pense, elle ressemble à une poule. Madame Rodoreda dit « Restez avec nous, Esther, nous plaisantons. » Puis, sans transition, s'adressant à Thomas, « Ce n'est pas la peine de te donner tant de mal. Le code, c'est 1B-7. Ou dièse. Dièse, tu sais bien. » Et elle dessine un dièse sur la couverture d'un livre qui sert de dessous de plat à la théière. « Oui, je sais, dit Thomas vexé. Tu te demandes comment je l'ai obtenu ?» Elle pourrait avoir l'air moins triomphal. Thomas, dépité, hausse les épaules avec une grimace fataliste. « C'est le petit du marchand de légumes qui me l'a dit. » Thomas ne voit toujours pas. Madame Rodoreda ne sort jamais de chez elle. Comment connaîtrait-elle le marchand de légumes? Tu vois le marchand de légumes? Thomas voit. Tu connais son employé? Thomas ne voit pas. Mais si, le gosse qui vient les aider le matin, celui qui m'apporte mes courses. Ainsi, c'est comme ça qu'arrivent les choux que Thomas a mangés l'autre soir et qui ne se rappelait pas avoir apporté. Un bref instant, il a le sentiment désagréable que dans la journée, pendant qu'il est en classe, toute une vie différente se déroule sans lui dans l'immeuble. Comme si elle avait senti quelque chose, Madame Rodoreda ajoute « Ce n'est pas un gamin sérieux, il est plus vieux que toi, mais je ne lui confierai pas mon porte-monnaie. » Toujours est-il qu'ils ont une remise dans l'immeuble qui nous intéresse pour entasser leurs cajoux. Bref, ils ont le code, évidemment. Je n'ai eu qu'à demander. Je me disais comme toi qu'il était intéressant de l'avoir. J'ai demandé à ce garçon s'il connaissait le nom de notre homme, mais il ne le connaît pas. Le contraire aurait été surprenant. Maintenant, j'ai le code, dit Thomas. Je vais aller relever les noms sur les boîtes aux lettres. Il y en a peut-être un qui me dira quelque chose. De quel homme parlez-vous demande Esther Chantepie, qui se laisse aller dans son fauteuil à présent et semble prendre plaisir à cette conversation qui pour elle n'a aucun sens. Ce serait trop long à vous expliquer, réplique Madame Rodoreda. Mais une fois de plus, Thomas se dit on ne sait jamais. Il habite au 2e étage, en face l'appartement de gauche, quand on regarde l'immeuble.
Je ne l'ai pas vraiment vu, mais il est chauve avec des cheveux noirs ici, dit Thomas en se posant la main sur la nuque. Monsieur Granier. Esther Chantepie lance ce nom très fort et très vite, comme Thomas quand il joue au Trivial Poursuite avec Faton qui perd toujours. Mais Esther, commence Madame Rodoreda. Esther est un peu rouge. Sur un autre ton, non plus celui de la victoire, mais celui du constat, elle raconte comment elle a fait la connaissance de ce monsieur Granier. À une époque, chaque soir, ce monsieur rentrait tard et au lieu de retenir la porte afin qu'elle ne claque pas, on aurait dit qu'il faisait exprès de la laisser se refermer avec le plus de bruit possible. Esther Chantepie, qui n'osait plus se coucher, car elle savait qu'elle serait réveillée en sursaut, décida de menacer le malappris et de prévenir la police. Ici, Thomas et Madame Rodoreda échangèrent un coup d'œil. Il n'était pas le premier ni le dernier à s'attirer les foudres d'Esther. En fait, rectifie-t-elle, elle lui avait d'abord demandé aimablement son nom, puis, d'un ton moins aimable, on pouvait lui faire confiance, elle l'avait prévenu que s'il continuait à réveiller la rue entière à des heures indues, il aurait affaire à la police. Bizarrement, on sent qu'Esther Chantepie, passée la satisfaction de lancer le nom sur le tapis, ne retire aucune fierté de son récit. On dirait que quelque chose la tracasse. Mais pourquoi vous intéressez-vous à ce monsieur Granier? Cette fois, c'est Thomas qui se décourage à l'avance. Ce serait trop long à vous expliquer. Si je vous ai demandé de prendre les clés de Marcel Sécrodi chez le gardien, explique Madame Rodoreda, c'est qu'elle n'a pas donné signe de vie depuis mardi dernier. Et comme ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître sans prévenir, Thomas est inquiet et moi aussi. Esther Chantepie l'écoute attentivement, le regard très fixe cette fois. « Ah, je comprends. Mais comment saviez-vous qu'elle connaissait ce Granier ?»« Mais non, justement, on ne sait pas, c'est juste que... » Esther ne semble plus écouter, elle dit. « Je me demande ce qu'elle lui trouve. »« Comment ça ?» disent en chœur Thomas et Madame Rodoreda. « Il est venu chez elle l'autre soir. »« Quel soir ?»« Mardi. Oui, mardi, je l'ai noté dans mon carnet. Je note chaque fois que mademoiselle Sécrodi fait trop de bruit. Je dois dire que ces derniers temps, elle fait attention. Suis-je bête mardi, qu'elle aille plus vite, se dit Thomas. J'étais outré. Elle a ouvert à ce monsieur à 22 heures. Ils ont discuté assez fort, mais mon somnifère s'est mis à faire de l'effet. Ah, j'ai failli ouvrir quand il est passé devant ma porte. J'étais en robe de chambre. J'ai regardé par l'œil de verre. Comment vous appelez ça? Enfin, c'est là que j'ai reconnu monsieur Granier. Et voilà pour aujourd'hui.